tous rendez-vous, un jour ou l'autre avec l'amour. Que de fois ce refrain m'accompagne quand je me retrouve au bas de l'échelle. Et combien de temps le chanterai-je encore? On a tous rendez-vous un jour. La preuve que cette phrase était bien réaliste, j'allais la voir le jour même. Quand arriva l'heure de mon premier repas, étant donné que je n'avais même pas la possibilité de m'asseoir pour manger, j'allais recevoir l'aide pour cela d'une infirmière assistante. Quand cette jeune fille de 23 ans se trouva à mon chevet, elle me fit une déclaration plutôt surprenante. « Vous êtes de nouveau parmi nous ?» Je ne parvenais pas à comprendre. Ou elle faisait erreur, ou alors je perdais la mémoire, car je ne me souvenais pas qu'un jour cette jeune fille se soit déjà occupée de moi. Oui, je suis effectivement venu à cet hôpital il y a 3 semaines, mais j'étais au 3e étage et je me souviens pas qu'on se soit parlé. J'ignorais même que vous étiez là il y a 3 semaines, mais j'ai entendu parler de vos accidents. On se connaît de longue date. On a été à l'école ensemble. Vous vous souvenez pas de moi? Vous vous appelez comment? Janine Bourquin. Après 13 ans d'absence, je retrouvais mon premier béguin. Cette première petite amie de cœur qui m'avait oublié et n'avait jamais répondu à mes lettres. C'est donc vous la coquine à qui en 1967 j'avais écrit depuis Polyépithète et qui ne m'avait jamais répondu. Oh ben, on peut se tutoyer maintenant. Si tu veux. Alors je t'avais jamais répondu. Eh non. Pourtant, quand j'ai quitté Yverdon pour partir pour Polyépithète, tu m'avais donné ton adresse et on s'était promis de s'écrire pour garder le contact. Je l'ai fait tout de suite en arrivant et je n'ai jamais reçu de réponse. À l'époque, ça m'avait fait mal, tu sais. Alors je te demande pardon. J'étais encore toute gamine à cette époque et le mot sentiment n'avait pas le sens qu'il a à 23 ans. À partir de cet instant-là et tous les jours qui suivirent, il nous arriva souvent de parler de nos jeunes années ainsi que nos cheminements respectifs depuis la fin de nos années d'école. Remarquant en moi une certaine amertume à relater mes multiples malchances depuis l'âge de 18 ans, elle décida, en son fort intérieur, de faire quelque chose pour moi. Un matin, en prenant son travail, elle me remettait une lettre qui allait me surprendre par son sens, je dirais, écuménique. Après l'avoir lue et relue, je me décidai par écrit de lui faire connaître ma réponse. En quelques phrases, je lui fis comprendre que, malgré ma grande foi, je n'étais jamais parvenu à comprendre ce langage théologique, ou encore, pour reprendre l'expression de Jacques Le Breton, ces baratins de théologiens. Pour mieux se faire comprendre, elle décida de s'entretenir avec moi de vive voix. Elle m'expliqua alors que si elle s'était servie de ces quelques versets bibliques, c'était uniquement pour me faire comprendre que, elle aussi, avait atteint le point zéro à un moment donné. En lisant la parole de Dieu, elle avait retrouvé une nouvelle motivation à la vie. Elle avait bien changé, la petite fille du collège de Fontenay. Nous étions maintenant différents l'un de l'autre. Elle était parvenue à trouver le bonheur avec l'écriture sainte, alors que moi, je ne la comprenais toujours pas et passais mon temps à relater ma vie avec ma simple écriture. Écriture sainte ou simple écriture, la vie continuait et mon récit également. Mardi 27 mai, en fin de journée, eut lieu la grande visite des médecins. Comme d'habitude, la visite fut très brève et le docteur Kissler, en 3 mots, me donnait la marche à suivre pour préparer ma sortie de l'hôpital. J'allais encore devoir conserver mon plâtre durant 6 semaines. En revanche, je pouvais dès lors m'asseoir dans mon lit pour manger et dès le lendemain commencer à marcher. Si dans l'ensemble ces nouvelles étaient réjouissantes, elles me faisaient tout de même prendre conscience que mes vacances à Playa de Haro
allait devoir être repoussée. Et pour cause, la fin de mes vacances aurait correspondu exactement avec le jour où l'on devait m'enlever mon plâtre. Cela me rendait mal à l'aise, puisque Sylvana, la gérante de l'hôtel Acapulco, m'avait fait confiance et n'avait pas exigé de paiement de réservation pour ma chambre d'hôtel. Car comme nous l'avions convenu l'année précédente, je devais aménager leur jardin en échange de leur hébergement. Pour tenter de justifier cette annulation momentanée, je fis remplir un papier à la réception de l'hôpital, attestant que j'étais bel et bien hospitalisé pour une durée encore indéterminée. Je joignis également quelques mots personnels à ce papier officiel et fis poster ma lettre à l'heure des visites par les jeunes de l'école du cyclisme qui venaient me trouver pratiquement tous les soirs. Le mercredi 28 mai, si ma destinée avait choisi un tout autre chemin, j'aurais dû être pour la première fois le moniteur de tous ces jeunes amis. Mais, vu les circonstances ce jour-là, leur entraînement allait se limiter à venir me rendre visite. J'allais être touché par les nombreuses visites que me firent tous ces jeunes amis cyclistes du Nord. Jamais le mot « ami » n'avait eu pour moi autant de signification. Les uns après les autres, ils écrivirent leurs prénoms et très vite la blancheur de mon plâtre allait disparaître sous les coups de stylo. Certes, ma saison allait être, si ce n'est terminée, du moins fortement compromise, mais ce nouveau sentiment de me sentir utile pour des jeunes allait en quelque sorte mettre du baume sur ma plaie. Mon seul regret à ce moment précis fut que Marcel, mon ami d'enfance, n'ait pas pu être associé à cette joie. Si toutes ces années d'efforts, de sacrifices que j'avais faits pouvaient désormais bénéficier à cette relève des jeunes coureurs, c'était pour moi une victoire plus belle encore que celle remportée à l'armée. Les vœux qu'avait fait tout mon entourage allaient peut-être enfin se réaliser. Ce même jour, maman avait pour moi une surprise inattendue. Depuis que Jacinthe avait regagné le Canada, nous correspondions régulièrement par lettres. Cela me prenait beaucoup de temps, car j'avais toujours une multitude de choses à lui apprendre. Un jour, je me décidai à lui donner de mes nouvelles par message buccal, à l'aide d'une cassette de magnétophone. J'avais ainsi l'impression, lorsqu'elle me répondrait, d'être en quelque sorte à ses côtés, pour 1 heure ou 2. Eh bien, la surprise était là. Maman venait de m'apporter la première cassette de Jacinthe. Dans la chambre où je me trouvais, il y avait 5 autres patients. Pour me permettre d'écouter ce message en toute confidentialité, j'allais demander à maman, le soir même, de m'apporter mes écouteurs. De cette façon, j'allais ainsi pouvoir me retrouver en toute intimité avec la fleur de ma vie. Ce message, j'allais l'écouter, le réécouter bon nombre de fois. Finalement, après l'avoir quasiment appris par cœur, j'allais rester songeur. Car ce n'était pas la première fois qu'elle me posait cette question. Quand est-ce que tu viens visiter le Québec? Tu sais que tu seras toujours le bienvenu et je t'attends. Un mot d'amour de toi pour moi, l'être fragile du Canada, de ce pays que je connais pas, mais que j'aime à travers toi. Ce mot d'amour que tu m'envoies me parle si bien de toi, du rendez-vous après ce gala, dans un coin de mon pays plat. Je voudrais tant que tu reviennes, toi ma petite Canadienne. Ton accent rime avec ma vie. Je ne peux m'empêcher de te dire, je voudrais tant que tu reviennes, toi ma petite Canadienne. Car le Québec à Montréal, tu te promènes
sans moi, et ça me fait mal. Un chant d'amour de moi pour toi la fille du pays froid, qu'un jour je reverrai là-bas. En attendant, je pense à toi. Ce chant d'amour que je t'envoie parle de mon cœur qui bat pour toi, comme le dit si bien Lama. Je suis malade, je m'ennuie chez moi. Je voudrais tant que tu reviennes, toi ma petite Canadienne. Ton accent rime avec ma vie. Je ne peux m'empêcher de te dire, je voudrais tant que tu reviennes, toi ma petite Canadienne. Ton accent rime avec ma vie. Je ne peux m'empêcher de te dire, je voudrais tant que tu reviennes, toi ma petite Canadienne. Ton accent rime avec ma vie. Je ne peux m'empêcher de te dire que je voudrais tant que tu reviennes, toi ma petite Canadienne. Car de Québec à Montréal, tu te promènes sans moi, et ça me fait mal. Les choses se précisaient. Si ma saison cycliste était foutue, et que par chance mes employeurs me donnent mon congé, je n'aurais alors plus rien d'autre à faire que rapidement me rendre à Québec, retrouver la petite fleur du printemps de mes amours. Mais je me trouvais devant un dilemme, et je n'ai jamais aimé cela. Dans la mentalité helvétique, avant de changer d'idée ou de prendre une décision déterminante, le délai est souvent très long, à moins que les circonstances ne soient draconiennes et nous obligent à décider sur le champ. Mais dans cette circonstance, ce n'était pas le cas. Pourtant, à chacun de ces appels, je sentais mon cœur battre si fort et l'entendais dire « Vas-y, fous le camp, c'est le moment, t'as plus rien à perdre maintenant. Jamais tu n'auras une aussi bonne occasion de vivre ta vie. Elle t'attend là-bas. Alors ne te fais pas prier davantage, car tu n'auras qu'une seule fois 25 ans. » J'aurais également pu me dire cette phrase que j'ai appris bien des années plus tard. Ne sois pas de ces gens qui, lorsque la chance frappe à leur porte, préfèrent aller dans leur jardin à la recherche d'un trèfle à 4 feuilles. Plus j'y songeais, plus il me semblait que mon cœur disait vrai. Je m'étais donné jusqu'à 25 ans pour réussir à vélo. Et je n'avais réussi qu'une chose, accumuler les échecs. Pourquoi cela? La réponse, que m'aurait sûrement faite Jacques Le Breton, l'Éternel a sans doute une mission pour toi ailleurs qu'à Yverdon-les-Bains. Il a tout d'abord testé ta foi durant des années en te faisant souffrir moralement et physiquement. Et malgré tout, tu ne l'as jamais renié. Alors maintenant, écoute ton cœur et fais ce qu'il te dit. Il était évident que je n'avais plus rien à perdre. Mon employeur, plutôt que me mettre à la porte, m'avait rétrogradé au niveau d'auxiliaire. De ce fait, il était désormais hors question qu'un jour je puisse avoir l'assurance d'être considéré comme employé municipal à titre définitif. L'armée ne voulait plus de moi. Quant à mes chances de devenir un jour champion du monde chez les professionnels, tout semblait donc s'éclairer dans mon esprit. Et la possibilité de partir à l'aventure pour découvrir le Canada devenait de plus en plus motivante. Mais du rêve à la réalité, il y avait un grand pas à faire, au sens propre du terme. Et ce fut aussi ce mercredi 28 mai que j'allais le faire.
Jusqu'à ce jour et depuis mon entrée dans cet hôpital, je n'avais jamais quitté mon lit suite à ma commotion cérébrale. Et d'ailleurs, les douleurs qui m'obligeaient à immobiliser ma hanche gauche ne m'incitaient pas, mais alors pas du tout, à vouloir me lever. Mais toute bonne chose a une fin. Et ce 28 mai, dans le milieu de la matinée, 2 infirmières vinrent me prendre par les bras et me firent mettre pied à terre. Aïe! Merde! Pour être pareillement grossier avec 2 demoiselles, il fallait que j'aille mal. Preuve en est, après cette réflexion, je me laissais tomber sur mon lit et des larmes devaient soudain couler sur mon visage. Aussi longtemps que je me souvienne, cela faisait des années que je n'avais pas pleuré devant quelqu'un. Ma fierté venait d'en prendre un méchant coup, mais la violence de cette souffrance avait eu raison d'elle. Mon moral en un éclair venait de tomber à zéro. Tout était à refaire. Il me semblait qu'une douleur, comme celle que je venais de subir, ne pouvait avoir qu'une seule raison d'être. Une fracture de la tête fémorale. Je ne parvenais pas à comprendre. À mon arrivée à l'hôpital, en radiologie, il m'avait pourtant examiné le bassin. Et ma tête fémorale n'avait rien décelé. Alors pourquoi cette atroce douleur? L'après-midi déjà, ils me remontèrent en radiologie, et à nouveau les radios ne décelèrent aucune fissure, ni fracture. Le lendemain matin, au moment de faire mon lit, les 2 infirmières arrivèrent dans la chambre avec un chariot à 3 roues. Après m'avoir adapté sur ce genre de béquille roulante dont les supports étaient placés sous mes aisselles, elles me firent marcher dans le corridor de l'étage. Grâce à cet accessoire, j'allais parvenir à mettre 5% du poids de mon corps sur ma jambe blessée. Et de jour en jour, mon moral remontait, en même temps que mes douleurs diminuaient.